Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. La cité d'or et de plomb. Deuxième tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Poslaniec. Chapitre 6. La cité d'or et de plomb. Ce que je redoutais surtout, c'était de laisser voir mes vrais sentiments quand le tentacule me prendrait, de ne pas pouvoir éviter de me débattre et de me faire remarquer. Je me suis même demandé si le tentacule ne pouvait pas d'une façon ou d'une autre lire mes pensées. Je me rappelais son contact, du métal dur mais étrangement élastique, animé par ce qui semblait être la vie. Quand ce fut mon tour d'être soulevé, je fis de mon mieux pour ignorer ce qui arrivait. J'ai pensé à chez moi, aux après-midi d'oisiveté où je me promenais dans les champs et allais me baigner dans la rivière avec mon cousin Jack. Puis, j'ai eu le souffle coupé quand j'ai été arraché et emporté dans l'air chargé de pluie. Au-dessus de moi, la porte de l'hémisphère était ouverte, une bouche qui grossissait au fur et à mesure que j'approchais. Je m'attendais à sombrer dans l'inconscience comme lors de ma première rencontre avec un tripode près du château de la Tour Rouge, mais cela ne s'est pas produit. Je compris pourquoi plus tard. Les tripodes avaient le moyen de provoquer cette réaction, mais ils ne l'utilisaient qu'avec les non-coiffés qui risquaient de s'affoler et de se débattre. Il n'y avait nul besoin d'une telle précaution avec ceux qui avaient appris à les vénérer. Le tentacule m'a déposé à l'intérieur puis relâché, et j'ai pu examiner ce qui se trouvait autour de moi. Les hémisphères mesuraient environ 15 mètres à la base, mais la partie où nous étions était beaucoup plus petite, cellule irrégulière d'environ 2 mètres de haut. La paroi externe, comprenant la porte, était arrondie avec des hublots de chaque côté, fermés par ce qui semblait du verre très épais. Les autres parois étaient droites, mais les côtés s'inclinaient vers l'intérieur, si bien que la paroi interne était plus courte que l'externe. Il y avait aussi une autre porte, mais fermée. Il n'y avait aucun mobilier d'aucune sorte. J'ai passé mes doigts sur le métal que j'ai trouvé dur, mais de texture satinée. Nous étions 6 dans mon groupe, et j'avais été emmené le 5e. Le dernier est arrivé, et la porte refermée a été close hermétiquement par une sorte de clapet rond qui s'est rabattu sur elle. J'ai regardé les visages de mes compagnons. Ils montraient un peu d'émotion, mais aussi de la joie et de l'exaltation, et j'ai fait mon possible pour les imiter. Personne ne parlait, ce qui m'arrangeait bien. Je n'aurais pas su quoi dire ni comment. Le silence a duré d'interminables minutes. Puis soudain, le plancher a bougé. L'embarquement devait être terminé. Notre voyage vers la cité commençait. Le mouvement était extrêmement bizarre. Les 3 pieds des tripodes étaient fixés à un anneau circulaire sous les hémisphères. À leurs points de jonction et aux articulations, il y avait des segments qui pouvaient s'allonger ou se raccourcir quand les pieds se déplaçaient les uns par rapport aux autres. Il y avait aussi un assemblage de ressorts entre l'anneau et l'hémisphère qui absorbait la plupart des autres secousses. Il ne restait plus, après les premiers soubresauts du démarrage, qu'un doux balancement. Cela donnait un peu mal au cœur au début, mais on s'y habituait vite. Les tripodes pouvaient se déplacer aussi facilement dans une direction que dans une autre, à cause de la symétrie des 3 pieds, mais la section où nous étions pour lors était à l'avant. Nous nous sommes tassés contre le hublot pour regarder. Devant nous, un peu à notre droite, se trouvait la colline avec son demi-cercle aux marches de pierre. Derrière elle, la ville où la veille nous avions festoyé. Au-delà encore, c'était le ruban sombre de la grande rivière. Nous allions légèrement vers le nord-est, nous dirigeant vers elle. La campagne était brumeuse et humide, mais la véritable pluie avait cessé, et il y avait une zone claire dans les nuages à l'endroit où il masquait le soleil. Tout était petit et lointain. Les champs, les maisons et le bétail dans la vallée en contrebas de notre tunnel étaient plus petits, mais le panorama était fixe, immuable.
Ici, le changement était continuel. C'était comme si nous avions été dans le ventre d'un énorme oiseau volant très bas au-dessus du pays. Me rappelant les tripodes dont les pieds avaient servi de flotteurs, je me suis demandé si ceux-ci feraient de même en atteignant la rivière. Mais ce ne fut pas le cas. Le pied avant a fait jaillir une gerbe d'écume en brisant la surface de l'eau, et les autres pieds également. Le tripode traversait la rivière comme un cavalier aurait passé à gué le ruisseau en aval du moulin de mon père à Werton. Sur l'autre rive, il a changé de direction et tourné vers le sud. Le paysage fut d'abord nu, puis désolé. Wimpole et moi avions aperçu les ruines sinistres de l'une des grandes cités en allant vers le nord. La rivière coulait sur des kilomètres entre des rives noires et incultes. Mais de ce point d'observation élevé, on en voyait beaucoup plus. Ces ruines s'étendaient à l'est de la rivière, masse sombre et laide de bâtiments détruits et de routes défoncées. Des arbres y avaient poussé, mais en moins grand nombre que dans la grande cité que nous avions traversée au cours de notre voyage au sud vers les montagnes blanches. Cet endroit-ci semblait plus vaste et plus laid. Je n'y voyais aucune trace des larges avenues et carrefours, aucune preuve que nos ancêtres aient vécu dans l'ordre et la beauté avant la venue des tripodes. Mais cela donnait une impression de force et de puissance, et je me suis encore demandé comment ils avaient pu être vaincus, comment nous, poignée de survivants brisés, pouvions espérer réussir là où ils avaient échoué. C'est un autre qui a vu la cité le premier. Il a crié, et nous nous sommes bousculés pour regarder. Elle se dressait à la limite des ruines, anneaux d'or terne se découpant sur le gris de l'horizon, surmonté et couvert par une énorme bulle de cristal de teinte verte. Le mur d'enceinte, lisse et sans faille, faisait plus de 3 fois la hauteur des tripodes. Tout l'ensemble, bien que posé solidement sur la terre, semblait étrangement n'avoir aucun rapport avec elle. À quelque distance du point vers lequel on se dirigeait, une rivière bouillonnée sous le bouclier d'or écoulait à l'extérieur vers le fleuve derrière nous. L'œil, en suivant son cours, pouvait presque imaginer que la cité n'existait pas du tout, que si on regardait assez intensément, l'illusion s'évanouirait et qu'il n'y aurait plus que la rivière coulant entre des champs ordinaires. Mais elle ne s'évanouissait pas. Le mur semblait plus haut au fur et à mesure qu'on approchait, plus effrayant et plus rébarbatif. Le ciel s'est éclairci. En un instant, le soleil a traversé son masque de nuages. La lumière a scintillé sur les remparts, réfléchie par le toit de cristal. C'était un immense bracelet d'or brillant sur lequel étincelait une émeraude gigantesque. Et j'ai vu une étroite fente d'ombre s'élargir. Une porte s'est ouverte dans la paroi lisse. Le premier des tripodes s'y est engouffré. Ce qui s'est produit quand notre tripode est entré dans la cité m'a pris complètement au dépourvu. C'était comme si on m'avait frappé violemment sur toutes les parties du corps en même temps, devant, derrière, par en haut surtout. Cela me terrassait. J'ai titubé et perdu l'équilibre, et j'ai vu mes compagnons faire de même. Le plancher du compartiment nous attirait comme un aimant attire de la limaille de fer. J'ai essayé de me relever, et j'ai compris que ce n'était pas un coup, mais quelque chose de différent. Tous mes membres étaient devenus de plomb, et il m'en coûtait de lever le bras, même de bouger un doigt. J'ai fait un effort violent pour me lever. Je portais un poids terrible sur le dos, pas seulement sur le dos, sur chaque centimètre carré d'os et de muscles de mon corps. Les autres étaient logés à la même enseigne. Ils paraissaient intrigués et effrayés, mais pourtant pas mécontents. Après tout, quel que soit le traitement infligé par les tripodes, pour eux, c'était obligatoirement bien. Il régnait une faible lumière verte, comme si on s'était enfoncé dans une forêt épaisse ou dans une grotte sous la mer. J'ai essayé de m'expliquer tout cela, mais je n'ai pas pu. Le poids sur mon corps me courbait les épaules. Je me suis redressé, mais elles se sont affaissées de nouveau. Le temps passait et nous attendions. C'était silencieux, pesant et glauque. J'essayais de me concentrer sur ce qui devait être le plus important, le fait que nous avions atteint notre premier objectif et que nous étions à l'intérieur de la cité des tripodes. Il faudrait de la patience. Ce n'était pas, comme Julius l'avait fait remarquer, ma qualité la plus évidente, mais je devais la solliciter pour le moment. Il aurait été plus facile d'attendre sans la pénombre et ce poids écrasant. Ça aurait été un soulagement de dire quelque chose, n'importe quoi, mais je n'osais pas. Je bougeais les pieds à la recherche d'une meilleure posture, mais n'en trouvais pas. Je regardais la porte de la cloison interne, mais c'est l'autre qui s'est ouverte en basculant et en se relevant avec un faible bourdonnement. Il n'y avait toujours rien de visible à l'extérieur, juste une forte lumière glauque. Un tentacule a pénétré et soulevé l'un de mes compagnons.
J'ai compris qu'ils devaient être capables de voir indépendamment de l'hémisphère. Peut-être que les tripodes eux-mêmes étaient sensibles et que nous étions prisonniers de machines vivantes et intelligentes. Le tentacule revint. Cette fois, il m'emporta. C'était comme un vestibule, long et étroit, mais énorme, sans doute 25 mètres de haut et 2 ou 3 fois plus long. J'ai vu que c'était une sorte d'écurie pour tripodes. Ils étaient alignés contre un mur et se perdaient dans l'obscurité verte à peine éclairée par des lampes suspendues qui donnaient une faible lumière vert citron. Leurs hémisphères étaient tout contre le mur, loin au-dessus de nous. Ceux dans lesquels nous avions voyagé déchargeaient leur cargaison humaine. J'ai vu Fritz, mais ne lui ai pas parlé. Nous nous étions mis d'accord pour ne pas essayer de communiquer avant que la première étape, quelle qu'elle fût, soit complètement achevée. Un par un, les autres nous ont rejoints. Enfin, les tentacules retombèrent, mous et inactifs. Une voix parla. Celle-ci aussi avait l'air d'être la voix d'une machine. Elle était grave et neutre, résonnant puissamment dans le vaste espace. Elle parlait en allemand, langue que nous connaissions. « Humains, vous avez le privilège, le grand honneur d'avoir été choisis comme serviteurs des maîtres. Allez là où brille la lumière bleue. À l'endroit où elle vous mènera, vous trouverez vos confrères qui vous indiqueront ce que vous devez faire. Suivez la lumière bleue. » Était apparue, pendant que la voix parlait, une lumière qui brillait d'un bleu intense à la base du mur contre lequel étaient alignés les tripodes. Nous avons marché vers elle, ou plutôt titubé sous ce poids de plomb qui nous tirait vers le bas. L'air était plus chaud, à mon avis, qu'à l'intérieur du tripode, et lourd comme avant un orage, l'été. La lumière brillait au-dessus d'une porte ouverte donnant sur une petite pièce, un peu de la même grandeur que celle du tripode, mais de forme plus régulière. La porte s'est refermée après notre passage. Il y eut un déclic, et encore un bourdonnement. Et soudain, le poids est devenu encore plus lourd, semblant entraîner mon estomac vers le bas et provoquant une brusque nausée. Ceci dura quelques secondes et fut suivi par une brève sensation de légèreté. Le bourdonnement cessa, la porte s'ouvrit, et nous entrâmes dans une autre pièce. Celle-ci aussi était très grande, bien que d'apparence modeste après le vestibule des tripodes, mais de proportions plus habituelles. Il y avait la même lueur vert citron venant des lampes murales. Leur lumière ne me parut pas vaciller comme celle des nôtres. J'ai eu la vague impression de voir des rangées de tables, ou plutôt des bancs, et des hommes âgés à demi nus. C'étaient eux qui devaient nous instruire, avait dit la voix. Ils ne portaient qu'un short, me rappelant les hommes qui travaillaient dans les champs pendant la moisson, mais la ressemblance s'arrêtait là. La lumière verdâtre était trompeuse, mais néanmoins je pouvais voir que leur peau blafarde avait un aspect malsain. Ils s'approchèrent de chacun de nous, et je suivis mon guide personnel jusqu'au banc. Un petit tas d'objets y était déposé. La plupart avaient une fonction évidente. Il y avait 2 shorts, comme ceux que portaient nos instructeurs, 2 paires de chaussettes, 2 paires de chaussures. Non, une paire de chaussures et des sandales, ces dernières, me dit-on, pour l'intérieur. Mais il y avait aussi un objet qui m'intriguait. Mon guide m'a expliqué d'une voix lasse, à l'accent allemand du Sud, « Il faut le mettre avant de traverser le sas et toujours le porter quand on respire l'air des maîtres. Dans la maison de ton maître, tu auras une pièce pour manger et dormir, dans laquelle tu n'en auras pas besoin, mais ailleurs, il ne faudra jamais l'enlever. L'air des maîtres est trop riche pour des gens tels que nous. Si on y pénètre sans protection, on meurt. » C'était comme du verre, car on pouvait voir à travers, mais différent au toucher. Même la partie plus épaisse qui se mettait sur la tête et reposait sur les épaules cédait un peu quand on appuyait, et elle s'amincissait pour se mouler au corps. Il y avait une sangle qui faisait le tour de la poitrine, haut sous les bras, et pouvait être serrée pour bien maintenir le casque. De chaque côté du cou, il y avait des poches contenant un matériau spongieux vert sombre. Elles étaient doublées intérieurement et extérieurement d'un filet aux mailles fines laissant passer l'air. Ces éponges, semblait-il, pouvaient filtrer la partie de l'air des maîtres qui était trop riche à respirer par leurs esclaves. Mon instructeur les désigna. « Ça doit être changé tous les jours. Ton maître t'en donnera des neufs. »« Qui est mon maître ?» ai-je demandé. C'était une question stupide. Il me regarda sans comprendre. « Ton maître te choisira. » Je me suis rappelé qu'il était prudent de me tenir tranquille, sans rien dire, d'observer sans questionner. Mais il y a une chose que je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Depuis combien de temps êtes-vous dans la cité ?»« 200. »« Mais vous n'êtes pas... »
Un reste de fierté passa dans sa voix triste quand il a dit « J'ai gagné le 1000 mètres rocheux, moins d'un mois après avoir été coiffé. Personne de ma province n'avait jamais fait cela avant moi. » J'ai regardé avec horreur ce corps fatigué et avachi, cette peau usée et maladive. Il n'avait guère plus de 2 ans que moi, peut-être moins. « Mais c'est faitement. » Sa voix était à nouveau inexpressive. « Jette les vieux sur cette pile. » J'ai ôté ma ceinture écarlate. « Et cela ?» ?»« Mets-la avec le reste, dit-il. Tu n'en as plus besoin dans la cité. » Nous nous sommes vêtus de nos nouveaux vêtements, en mettant ceux dont nous n'avions pas l'usage immédiat dans un petit sac qu'on nous a donné, et nous avons fixé nos masques. Puis, on nous a conduits vers une porte et introduits dans une autre pièce plus petite. La porte s'est refermée derrière nous, et j'en ai vu une identique de l'autre côté. Il y a eu un sifflement et j'ai senti un souffle d'air sur mes pieds. J'ai compris que cet air était aspiré par une grille à la base du mur, mais de l'air entrait aussi par une autre grille juste au-dessus de nos têtes. Je pouvais le sentir, et ensuite j'ai cru que je pouvais même le voir, plus épais, plus vert dans la lumière verte. De cette étrange façon, on rejetait l'air de cette pièce pour le remplacer par celui que les maîtres respiraient. Cela a continué quelques minutes, puis le sifflement s'est arrêté, la porte devant nous s'est ouverte, et on nous a dit de sortir. C'est la chaleur qui me frappa en premier. J'avais trouvé qu'il faisait assez chaud dans le tripode et dans les pièces extérieures de la cité, mais ce n'était rien comparé à la fournaise d'alors, qui n'était pourtant pas une fournaise, car l'air était humide autant que chaud. La sueur m'a recouvert tout le corps, et surtout la tête enfermée dans sa cage transparente. Elle dégoulinait le long de mon visage et de mon cou jusqu'à l'endroit haut sur ma poitrine, où la sangle s'incrustait dans ma peau. J'ai respiré des bouffées de cet air chaud, étouffant. Je me sentais faible et le poids m'accablait. Mes jambes se sont mises à fléchir. Un de mes compagnons est tombé, puis un second et un troisième. Deux réussirent à se relever peu après, mais pas le troisième. J'ai pensé l'aider, mais je me suis rappelé ma résolution de ne prendre aucune initiative. J'étais content de cette excuse pour ne rien faire. Rester debout, ne pas m'évanouir était assez difficile. Progressivement, je me suis un peu habitué et j'ai pu regarder ce qui se présentait à nous. Nous étions sortis sur un genre de corniche et les artères principales de la cité se trouvaient à nos pieds. C'était une confusion qui torturait les yeux. Aucune de ces routes n'était droite et peu étaient plates. Elles plongeaient, montaient et s'incurvaient entre les immeubles, puis se perdaient dans le lointain glauque. La cité semblait encore plus vaste vue de l'intérieur que depuis le hublot du tripode, mais j'ai eu l'impression que c'était à cause de l'air plus dense, plus vert. On ne pouvait pas voir très loin distinctement. Le dôme de cristal qui couvrait tout était invisible. D'ici, la pénombre verte semblait infinie. Les immeubles m'étonnèrent aussi. Ils étaient de forme et de taille différentes, mais ils avaient une allure générale de pyramide. Immédiatement à nos pieds, je voyais plusieurs de ces pyramides basses et larges. D'autres plus loin étaient plus fines et s'élevaient à des hauteurs variées, les plus petites semblant presque aussi hautes que la corniche, et d'autres la dépassant. Elles laissaient voir ce qui ressemblait à des fenêtres triangulaires, mais disposées sur le mur suivant une ordonnance que je ne comprenais pas. Je me fatiguais les yeux à les regarder. D'étranges voitures circulaient. Elles aussi, grosso modo, étaient des pyramides, mais reposant sur un côté plutôt que sur la base qui, dans ce cas, formait l'arrière. La partie supérieure était d'un matériau transparent comme nos casques, et je pouvais voir des silhouettes à l'intérieur, mais seulement très indistinctement. D'autres silhouettes se déplaçaient entre les immeubles et sur les corniches qui en dépassaient à intervalles réguliers. Il y en avait de deux sortes, une plus petite que l'autre. Bien qu'à cette distance on ne pût pas distinguer leurs traits précis, il était évident que les uns étaient les maîtres et les autres leurs esclaves humains, parce que les plus petites créatures circulaient lentement, comme si elles tiraient de lourdes charges, tandis que les plus grandes se déplaçaient légèrement et rapidement. Un de nos instructeurs a dit « Admirez, voici les demeures des maîtres. » Sa voix, bien qu'assourdie, était respectueuse. Sous les poches à éponge, il y avait des petits dispositifs métalliques. Ceux-ci, ai-je découvert, transmettaient les sons à travers les masques. Les sons étaient déformés, mais à cela aussi on finissait par s'habituer. Il a levé la main dans la direction d'une pyramide proche. « Et voici le lieu du choix. Descendons. »
Nous descendîmes lentement et difficilement par une rampe en spirale dont l'escarpement tortura encore plus les muscles de nos jambes, provoquant des chutes de temps à autre. Le garçon qui s'était évanoui sur la corniche était revenu à lui et se trouvait avec nous. C'était celui qui avait battu Beanpole en saut en longueur, le rouquin aux taches de rousseur qui avait réussi à mettre le paquet dans son dernier saut. Il ne se serait pas loin d'ici. La chaleur aussi continuait à nous ôter nos forces, et la sueur qui ruisselait formait une mare désagréable à la base du masque. J'avais une très forte envie de l'essuyer, mais c'était bien sûr impossible. Pour ce faire, il aurait fallu que j'ôte le masque, et, comme on m'en avait averti, ceci signifiait la mort dans cet air que les maîtres respiraient. Je n'avais pas encore vu les maîtres d'assez près pour qu'ils soient pour moi autre chose qu'une image floue, mais au moins un problème était résolu. Les tripodes n'étaient pas nos vrais ennemis, mais de simples machines qui transportaient les maîtres dans le monde extérieur à la cité. Je ne voyais pas si cela aiderait beaucoup Julius et les autres, mais c'était un renseignement. J'apprendrais sans doute plus avec le temps. Ensuite, la seule chose que Fritz et moi aurions besoin de savoir, ce serait comment nous échapper. La seule. J'aurais pu en rire, mais je manquais d'énergie, et je devais me rappeler mon rôle, bien sûr, en tant que coiffé, esclave choisi et volontaire. La rampe conduisait à l'une des pyramides basses à environ mi-hauteur. C'était éclairé à l'intérieur par des douzaines de lampes vert citron qui pendaient du plafond à différentes altitudes. On nous emmena par un couloir incurvé dans une longue pièce au plafond en pointe. Le long d'un mur, il y avait une rangée de cabines ouvertes, leurs parois latérales faites de cette substance dure semblable à du verre. Chacun de nous, nous a-t-on dit, devait entrer dans l'une d'elles. Ensuite, nous devions attendre. Les maîtres viendraient en temps utile. Nous attendîmes longtemps. J'imagine que pour les autres ce fut facile. Être rempli par-dessus tout du désir de servir les maîtres devait leur donner de la patience. Fritz et moi n'avions pas cet avantage. Il était dans une cabine à une dizaine de la mienne, et je ne le voyais pas. Je ne pouvais voir que mes voisins immédiats et vaguement les 2 ou 3 autres au-delà. J'étais de plus en plus tendu, mais je savais que ne devais pas montrer mon appréhension. Ça manquait aussi de confort. La plupart d'entre nous étions assis ou allongés par terre pour nous soulager du poids de nos membres. Être allongé était le mieux. N'eût été la sueur qui s'accumulait dans le masque et qui, déjà désagréable, était intolérable si la tête et les épaules n'étaient pas droites. J'avais également terriblement soif, mais il n'y avait rien à boire, ni aucun moyen de boire de toute façon. Je me demandais s'ils avaient pu nous oublier, si nous allions rester là jusqu'à ce que nous mourions de soif et d'épuisement. Nous étions sans doute de quelque importance pour eux, mais pas tant que ça. Nous pouvions être aisément remplacés. Je l'ai plutôt d'abord senti qu'entendu, mais c'est un son qui s'est propagé comme une vague le long des cabines à ma droite, un bruit de surprise et d'admiration. Je suis alors que le moment était venu, et j'ai tendu le cou pour voir. Ils étaient entrés par l'autre bout de la pièce et se sont approchés des cabines. Les maîtres. Malgré tout le malaise, la fatigue et la peur de ce qui pouvait m'arriver, ma première impulsion fut de rire. Ils étaient si grotesques. Ils étaient beaucoup plus grands qu'un homme, presque 2 fois plus, et larges en proportion. Leur corps était plus gros à la base, faisant environ 1,50 m, ai-je estimé, mais réduit en haut à quelques 30 cm pour la tête. Si c'était bien la tête, car il n'y avait aucune continuité, aucune trace de cou. Ce que j'ai remarqué ensuite, c'est que leur corps se mouvait non pas sur 2 jambes, mais sur 3, celles-ci étant épaisses mais courtes. Ils avaient aussi 3 bras, ou plutôt 3 tentacules, émergeant d'un point situé à mi-hauteur de leur corps. Et leurs yeux, j'ai vu qu'ils en avaient 3 aussi, formant un triangle aplati, un au-dessus et entre les 2 autres, à environ 30 cm du sommet. Pour la couleur, ces créatures étaient vertes, d'un vert de différentes nuances, certaines sombres et d'autres plutôt pâles. Cela, joint au fait que leur taille variait, semblait être le seul moyen de les différencier. J'ai trouvé que c'était peu. Je devais découvrir plus tard, alors qu'on commençait à s'habituer à eux, que leur identification était plus facile que je ne le croyais. Les orifices que formaient leur bouche, leur nez et leurs oreilles variaient aussi, en taille, un peu en forme, et dans leur ordonnancement. Ils étaient reliés par une série de rides et de plis qu'on apprenait à connaître et à reconnaître. De prime abord, cependant, ils étaient sans identité propre,
complètement interchangeables. J'ai senti le frisson d'une peur tout à fait inconnue courir le long de ma colonne vertébrale, quand l'un d'eux, s'arrêtant devant moi, m'a parlé. « Garçon, lève-toi. » J'ai cru que les mots sortaient de la bouche, que je pensais être le plus bas des deux orifices centraux, jusqu'à ce que je voie que c'était celui du haut qui tremblait et s'ouvrait, tandis que l'autre restait close et immobile. Je devais découvrir que chez les maîtres, les organes de la respiration et de la nutrition n'étaient pas liés comme chez les hommes. Ils parlaient et respiraient par le même orifice, mais ne pouvaient, par celui du bas, que manger et boire. Je me suis levé comme on me l'ordonnait. Un tentacule s'est allongé vers moi, m'a touché le bras légèrement, puis plus fermement. Il s'est promené sur ma peau comme un serpent moite n'ayant pas le contact sec et lisse d'un reptile. J'ai réprimé un frisson. « Bouge, » m'a-t-il dit. La voix était froide, neutre, pas forte, mais pénétrante. « Marche, garçon. » Je me suis mis à marcher dans les 3 périmètres de la cabine. J'ai pensé à une vente de chevaux que j'avais vue autrefois à Winchester, des hommes palpant les muscles des bêtes, les regardant défiler sur la piste. Nous n'avions pas besoin qu'on nous fasse parader, nous pouvions le faire seuls. Le maître resta devant moi, l'air critique, pendant que je faisais plusieurs tours de cellule. Puis, sans le moindre commentaire, il s'en alla. J'ai cessé de marcher et je me suis laissé retomber dans ma position précédente. Ils se déplaçaient vite sur leurs jambes massives, rebondissant selon un mouvement régulier. Ils étaient nettement plus forts que nous pour être aussi légers que dans cette cité de plomb. Quand ils voulaient aller très vite, ils pouvaient aussi tournoyer comme des toupies, les 3 jambes tourbillonnant les faisant avancer de plusieurs mètres à chaque pas. Je suppose que c'était leur façon de courir. Le choix se poursuivait. Un autre maître vint m'examiner, puis un autre. Le garçon du compartiment voisin fut pris. Un maître lui ordonna de le suivre, et il obéit. Ils disparurent dans la foule. Quelques maîtres m'ont examiné de plus près que les autres, mais ils ont continué leur chemin. Je me suis demandé s'ils avaient des soupçons, si quelque chose dans mon comportement n'était pas suffisamment correct. Je me suis aussi demandé ce qui se passerait si aucun ne me choisissait. On savait que personne ne revenait de la cité. Par conséquent, cette inquiétude précise, ai-je découvert, n'était pas de mise. Ceux qui n'étaient pas choisis comme serviteurs personnels allaient dans un service commun. Mais je ne le savais pas à ce moment-là, et je voyais les compartiments se vider autour de moi. J'ai vu Fritz suivre un maître. Nous nous sommes regardés, mais sans rien laisser paraître. Un maître est venu vers ma cabine, m'a observé un instant, puis a continué sans parler. Leur nombre avait diminué autant que le nôtre. J'étais assis sur le sol, pitoyable. J'étais fatigué et assoiffé. Mes jambes me faisaient mal, et la peau de ma poitrine et de mes épaules commençait à me cuire à cause du sel de ma sueur. J'ai appuyé mon dos contre le mur transparent et fermé les yeux. Aussi, n'ai-je pas vu le maître arriver. J'ai seulement entendu sa voix qui m'ordonnait « Debout, garçon. » J'ai trouvé sa voix plus légère que les autres. Je me suis hâté de me lever et je l'ai regardé. Physiquement, il m'a paru plus petit que la moyenne et il était aussi plus foncé de couleur. La nuance brune dans le vert sombre était très marquée. Il m'a regardé de haut en bas, la peau se plissant entre ses yeux, et il m'a ordonné de faire quelques pas. J'ai rassemblé mes forces et marché aussi vite que j'ai pu. Peut-être avais-je été trop léthargique pour les autres. On m'a dit de m'arrêter, ce que j'ai fait. Le maître dit « Approche. » Alors que j'avançais vers lui, un tentacule s'est allongé et m'a entouré le bras gauche. J'ai serré les dents. Un second tentacule estimateur m'a caressé le corps, évalué les jambes, s'est enroulé étroitement autour de ma poitrine, dans une étreinte qui me fit expirer l'air de mes poumons. Puis il m'a relâché. La voix a dit « Tu es étrange, garçon. » Ces mots qui évoquaient ma principale crainte m'ont pétrifié. J'ai levé les yeux vers ce monstre monolithique. Il y avait sans doute quelque chose que j'aurais dû faire, quelques sentiments que j'aurais dû manifester. De la joie, du bonheur à l'idée d'être autorisé à servir l'une de ces créatures absurdes et dégoûtantes. J'ai essayé d'extérioriser ce sentiment, mais le maître s'est remis à parler. « Comment es-tu devenu champion au jeu? Dans quel sport des humains? » La boxe. J'ai hésité. Maître. « Tu es petit, dit-il, mais fort, je pense, pour ta taille. De quelle région es-tu? » Du sud, maître. Du Tyrol. « Un pays montagneux. Ils sont robustes ceux qui viennent des montagnes. » Il s'est tu.
Le tentacule qui me tenait toujours le bras gauche m'a relâché et est retombé. Les 3 yeux me dévisageaient. Puis la voix dit « Suis-moi, garçon !» J'avais trouvé mon maître, ou plutôt, c'était lui qui avait choisi son esclave. C'était La Cité d'or et de plomb, 2e tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Chapitre 6 La Cité d'or et de plomb. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.